C'était incroyable. J'avais devant moi un criminel de guerre nazi. Priebke a été l'un des plus importants officiers de la Gestapo à Rome pendant la guerre. Selon les rapports, il était assez brutal et efficace. Il était de la trempe de Mengele ou d'Eichmann. Ce que j'ai ressenti devant cet homme, c'est de la haine. Nous espérions confronter quelques nazis dans cette ville allemande des Andes. J'ai interviewé bien les criminels. En général, ils s'enfuient quand ils voient débarquer quelqu'un comme moi. Depuis un demi-siècle, l'Argentine a servi de refuge aux criminels de guerre nazis. En un revirement historique, le gouvernement ouvre maintenant ses archives d'après-guerre au monde entier. Au début de 1994, à notre émission Primetime Live, quelqu'un a suggéré de faire un reportage sur les criminels de guerre nazis qui se sont réfugiés en Argentine après la Deuxième Guerre mondiale. Ce reportage mènera une équipe reconnue à un scoop exceptionnel. Ils retrouveront l'un des derniers hauts gradés nazis encore en liberté, le capitaine SS Erich Priebke. La libéralisation de l'administration argentine et la disparition des juntes ont entraîné l'apparition de nouveaux documents prouvant que de nombreux nazis se sont effectivement réfugiés en Argentine. On disait à l'époque que l'Argentine avait caché certaines informations. Je me suis dit qu'en y allant, je découvrirais peut-être un nazi encore vivant. Le réalisateur Harry Phillips se voit confier le reportage. Je suis allé à Buenos Aires consulter les archives. J'ai passé des heures et des heures à scruter des documents. J'ai vu les noms de plusieurs nazis connus qui étaient passés par l'Argentine, dont Adolf Eichmann et Joseph Mengele. Ma tâche consistait à trouver dans ces archives un criminel de guerre dont nous ignorions la présence en Argentine. Le centre Simon Wiesenthal nous avait appris qu'on soupçonnait un homme qui vivait en Argentine sous le nom de Juan Mahler d'être le nazi Reinhard Kops. Nous savions que c'était un nazi grâce aux archives. Il me fallait donc confirmer que Juan Mahler était bel et bien Reinhard Kops. Grâce au centre Simon Wiesenthal, nous savions que Juan Mahler vivait à Bariloche, en plein cœur des Andes, dans une petite ville allemande. Le centre Simon Wiesenthal est une organisation juive de lutte pour les droits de l'homme. Ce que ce centre et ABC ignorent, c'est que Reinhard Kops, alias Juan Mahler, les mènera à une proie plus substantielle. Le numéro 2 de la Gestapo à Rome, Erich Priebke. À Buenos Aires, je travaillais avec Dalila Herbst. Je l'avais embauchée comme traductrice et recherchiste. Nous avons commencé à poser des questions. Harry m'a demandé de me rendre à Bariloche pour entrer en contact avec un homme appelé Juan Mahler. Nous savions que Kops était à Bariloche. Nous savions également que Bariloche était un refuge pour les immigrants allemands, une espèce de ville germanique dans les Andes. Bariloche est essentiellement une ville alpine allemande et autrichienne en Argentine. Pour bien des Allemands et des Autrichiens, Bariloche est devenue une seconde patrie. On y trouve des lacs, des montagnes, des Allemands, dont plusieurs nazis. Reinhard Kops et d'autres SS se sont installés à Bariloche. Ces Autrichiens et ces Allemands se sentaient comme dans les Alpes ou en Bavière. Ils vivaient ouvertement. Ils allaient à l'opéra, dans les cafés, au restaurant. Ils s'étaient recréé une petite Allemagne. Ils levaient probablement leur verre discrètement le jour de l'anniversaire d'Hitler. Ce n'était pas le Quatrième Reich, mais c'était un endroit où beaucoup d'anciens nazis vivaient. À Bariloche, j'avais peur de poser des questions sur lui.
Je savais qu'il possédait un petit hôtel. Alors j'ai appelé et j'ai demandé à parler à M. Juan Mahler. Ils m'ont répondu qu'ils louaient l'hôtel à cet homme, mais ils ne m'ont rien dit d'autre. J'ai cherché encore où je pouvais le trouver. J'ai appelé chez lui. Une femme allemande m'a dit qu'elle ne savait pas quand il allait être de retour. Je sentais que ce ne serait pas facile. J'ai appelé Harry pour lui dire que je ne savais pas quand il allait revenir. Après la guerre, le capitaine Reinhard Kops s'est réfugié en Argentine. Mais il a d'abord aidé des milliers de ses camarades nazis à échapper aux Alliés. Reinhard Kops était un espion. C'était lui qui distribuait les permis de séjour pour l'Argentine à ses amis nazis. Cette filière des rats, comme on l'a appelée, était utilisée par les nazis qui quittaient le bateau du Troisième Reich qui coulait. Ils s'enfuyaient de l'Autriche ou de l'Allemagne vers l'Italie, où ils s'embarquaient pour atteindre l'Argentine par la mer. De son bureau à Rome, Kops aide des milliers de nazis en fuite. Il orchestre ensuite son propre départ vers Bariloche, en Argentine. Je parlais souvent à Dalila. Elle était restée à Bariloche et j'étais reparti aux États-Unis. Je lui demandais constamment de vérifier des noms dans la communauté. J'étais seule là-bas et je m'ennuyais. Je suis descendue à la réception de l'hôtel et j'ai demandé une liste de livres qui pourraient me faire connaître l'histoire de Bariloche. Parmi ces livres, il y en avait un intitulé « Le peintre de la Suisse argentine ». Ce livre, qui traite de l'histoire locale, pourrait lever le voile sur les fugitifs nazis établis dans cette ville. Je me suis rendue à la plus grande librairie de Bariloche. J'ai demandé le livre et on m'a dit qu'il avait disparu. Je suis allée dans plusieurs librairies ce soir-là et la réponse était toujours la même. Le lendemain, il faisait très beau. Je suis allée me promener. Il y avait un petit kiosque. Et le livre était là. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu dès le début l'histoire de Kops. Et 3 pages plus loin, il y avait l'histoire d'un homme appelé Erich Priebke. Cette histoire m'a bouleversée. Priebke a été l'un des plus importants officiers de la Gestapo à Rome pendant la guerre. Selon les rapports, il était très doué pour traquer les ennemis de l'État en Italie. Il était assez brutal et efficace. Priebke connaissait bien le réseau des fascistes italiens qui étaient associés aux prêtres et à l'Église catholique. À l'effondrement du Troisième Reich en 1945, Erich Priebke prend la fuite. Priebke savait qu'il devait quitter l'Italie. Il y avait un réseau actif de prêtres qui aidaient les nazis à s'échapper. Le système pour l'acquisition de faux documents était déjà en place. En 1948, en suivant la même filière clandestine que Reinhard Kops, Erich Priebke et sa famille se réfugient à Buenos Aires. Pendant 50 ans, il a échappé à la justice. Mais une équipe de journalistes vient de tomber par hasard sur sa piste. Chaque jour, on discutait au téléphone de plusieurs noms.
Finalement, Dalila m'a dit qu'il y avait un homme appelé Eric Pripke qui pourrait m'intéresser. Je lui ai demandé si son nom était sur nos listes. Elle m'a dit qu'il n'y était pas, mais qu'il figurait dans un livre où l'on disait qu'il avait participé à un massacre en Europe. Au début, j'étais un peu sceptique. Mais après 2 ou 3 conversations, j'ai trouvé la piste prometteuse. Je lui ai demandé s'il était vivant. Elle l'ignorait. Alors, je lui ai suggéré de consulter l'annuaire téléphonique. J'ai donc cherché son numéro de téléphone dans l'annuaire. J'ai même gardé l'annuaire en souvenir, parce qu'elle l'a trouvé dedans, sous son vrai nom. Il y avait son nom, Eric Pripke, son adresse et son numéro de téléphone. Il n'avait fait qu'un changement mineur. À la place du H à la fin d'Eric, il y avait un O, Erico Pripke. Il fallait que ce soit le même. J'ai appelé et une femme allemande m'a dit « Attendez une minute ». Quand il a pris le téléphone, j'ai eu peur et j'ai raccroché. Je ne savais pas quoi faire. Il était vivant, et c'était peut-être un criminel de guerre qui se cachait au cœur des Andes, dans cette petite ville allemande. Mon cœur s'est arrêté de battre quelques secondes. L'équipe de reportage d'ABC espère maintenant démasquer 2 nazis. Nous sentions l'importance du sujet. Il a fallu faire beaucoup de recherches sur Eric Pripke pour établir s'il était véritablement un criminel de guerre. L'Argentine a accueilli un grand nombre de nazis après la guerre. Encore aujourd'hui, personne ne connaît le nombre exact. Harry Phillips se rend à Bariloche. Pour ne pas éveiller les soupçons, son équipe doit avoir une couverture. Dalila Herbst s'est fait passer pour une femme d'affaires de Buenos Aires qui souhaitait s'installer à Bariloche et qui étudiait les occasions d'affaires. Je ne pouvais être qu'un touriste américain ou canadien avec mes capacités. J'ai manifesté un intérêt pour la pêche à la mouche. Il commence par traquer Reinhard Kops. Je voulais surtout prouver que Juan Mahler était Reinhard Kops. Je suis allé chez lui, j'ai observé les environs. Je voulais simplement l'épier, mais je ne l'ai pas vu. Après quelques jours à Bariloche, j'ai compris que je ne verrais peut-être jamais Juan Mahler. Il n'était pas sorti de chez lui, s'il y était. Il n'était pas allé au travail. J'ignorais s'il était en ville. Le réalisateur craint que Pripke ait lui aussi quitté la ville. Il étudie davantage son passé. Il fallait confirmer si les allégations contre Pripke étaient vraies. Nous avons fait des recherches sur son passé en Allemagne nazie. Nous avons été consternés par les résultats. Nous avons découvert des documents qui prouvaient qu'il avait pris part à l'une des pires atrocités commises en Italie pendant la guerre. J'ai compris qu'il était de la trempe des pires criminels de guerre nazis. En 1944, Pripke est commandant adjoint de la Gestapo à Rome. À mesure que la guerre tournait mal pour les Allemands, les activités de la résistance s'intensifiaient. Une journée du printemps 1944, 33 soldats allemands ont été tués par une bombe de la résistance italienne. Ils ont décidé de tuer 10 Italiens pour chaque nazi mort. Donc 330 individus pour les 33 nazis tués. Ils avaient 24 heures pour trouver les personnes. La Gestapo a arrêté 335 personnes pour les tuer. Ils en ont réuni 335 au lieu de 330. Il y en avait 5 de trop. Il y avait des Juifs, il y avait des enfants, il y avait des vieillards.
Parmi eux se trouvent des parents de Giulia Spizzichino. Les Allemands sont venus pendant la nuit. Leur camion s'est arrêté devant la maison de mes grands-parents. Il y avait 18 personnes et ils les ont emmenés. Son grand-père, ses fils et les fils de ses fils. 3 générations sont arrêtées. Ils ont été emmenés dans les fosses ardéatines. Eric Priebke était l'homme qui se tenait à l'extérieur des fosses pour vérifier les noms, un par un. Ils ont été conduits dans les fosses par des SS en groupe de 5, les mains attachées dans le dos. Le massacre commence à 15h30. Les victimes étaient alignées et l'officier SS les tuait avec une balle dans la nuque. Les 5 personnes tombaient. Il leur disait de s'agenouiller et de baisser la tête. Il les a tués d'une seule balle. Il faut imaginer la fosse sombre, les cadavres qui s'empilent, les cris des hommes. C'est horrible. 5 autres arrivaient ensuite et tombaient sur les corps. Priebke était là avec sa liste. Mais il a fait bien plus. Il a été l'un des premiers à donner l'exemple en tuant 2 des victimes de ce massacre. Ce sont des représailles sauvages et ignobles. Nous creusions cette histoire depuis plusieurs mois et nous savions qu'il fallait filmer bientôt. Nous discutions du cas Priebke et de la manière de l'aborder. Nous espérions confronter quelques nazis dans cette ville allemande des Andes où des criminels de guerre vivaient depuis 50 ans. Nous voulions connaître leur vie, passée dans la clandestinité. Dalila Herbst doit convaincre l'ancien SS de la rencontrer. Je devais être seule dans ma chambre pour l'appeler. Il ne fallait pas qu'il y ait d'autres personnes. Dalila Herbst a concocté une histoire selon laquelle elle souhaitait ouvrir une épicerie fine à Bariloche. Par un heureux hasard, Priebke avait déjà possédé une entreprise de ce genre. Je lui ai raconté qu'un ami qui vivait à Bariloche m'avait dit qu'il était un homme d'affaires très intelligent. J'ai dû inventer des choses pour le flatter. Il a donc accepté de la rencontrer. Le 28 mars 1994, Dalila arrive dans un café de Bariloche pour rencontrer celui qu'il pense être un criminel de guerre nazi. Le but était de vérifier s'il était bien Eric Priebke. Nous avions un caméraman avec nous en Argentine et nous avons commencé à surveiller Priebke. Nous voulions le plus d'images possible de lui. C'était une grosse caméra vidéo et il n'était pas facile de la dissimuler. Nous avons dû prendre des risques et nous exposer. Nous avions peur qu'il arrive quelque chose. Se disant femme d'affaires, une recherchiste d'ABC rencontre un homme soupçonné de crimes de guerre. Nous nous sommes installés au centre-ville, devant le restaurant où Dalila Herbst avait donné rendez-vous à Priebke. Je devais prendre un café seul avec Eric Priebke pour confirmer son identité. Elle se faisait passer pour quelqu'un qui souhaitait investir dans un commerce à Bariloche. Ce n'était pas facile, parce que Harry m'avait dit où m'asseoir et où le faire asseoir.
Notre caméra était de l'autre côté de la rue. Nous étions dans une cage d'escalier au 2e étage. J'avais peur que Pripke nous voie. Il avait l'air d'un grand-père gentil et doux, avec ses yeux bleus et son air candide. J'ai commencé à parler de la guerre. Je lui ai dit que mon grand-père était né à Berlin. Son visage a changé. Il m'a dit « Je suis aussi de Berlin ». J'ai répondu « Quelle coïncidence ». Je lui ai demandé s'il avait tué des gens pendant la guerre. Il a répondu « Non, car j'étais officier à l'ambassade allemande à Rome ». J'en ai renversé mon café. Quel moment particulier. Je suis une juive argentine. Ce que j'ai ressenti devant cet homme, c'est de la haine. Je voulais m'enfuir, mais je devais rester parce que je travaillais. C'était incroyable. J'avais devant moi un criminel de guerre nazi. Cet homme a vécu caché pendant 50 ans, en toute liberté, après avoir assassiné 335 civils innocents à Rome. Quand est venu le moment de partir, je voulais lui serrer la main et j'ai avancé mon bras. Mais il s'est approché et il m'a embrassé sur la joue en me disant au revoir. C'était épouvantable, vraiment épouvantable. Nous avons appris qu'il travaillait à l'école allemande de la ville, à quelle heure il allait à tel ou tel endroit. C'était des renseignements hautement stratégiques. Il était très ponctuel. Il sortait de l'école à midi, précisément, pour aller manger chez lui. J'ai appelé à New York et je leur ai dit « Je ne veux pas être trop optimiste, mais je crois que nous avons ferré un gros poisson. » Harry Phillips, le réalisateur, me tenait au courant de ses progrès. Finalement, il m'a annoncé que c'était le moment d'aller tourner en Argentine et il m'a expliqué tout ce qu'il avait trouvé. C'est alors que nous avons concocté un plan pour que Sam Donaldson vienne de Washington pour confronter Erich Pripke. L'équipe de reportage n'a pas trouvé Reinhard Kops. Toutefois, ils décident d'aller de l'avant, en espérant qu'Erich Pripke ne découvre pas le poteau rose. Je trouvais important d'amener Pripke devant un tribunal et de raconter l'histoire de ce nazi, de raconter ce qu'il avait fait. Sam Donaldson animait une émission le week-end. Alors, nous n'avions que quelques jours durant la semaine pour le faire venir à Bariloche. Nous avons dû le faire venir en jet privé. Ce fut l'un des moments rarissimes où j'ai sorti ma carte de crédit et j'ai dépensé 10 000 $ pour qu'un jet privé vienne au milieu des Andes. Ce reportage nous tenait à cœur. Nous sentions que nous tenions possiblement un sujet explosif. Nous sommes arrivés le soir et nous nous sommes installés dans un hôtel en périphérie de la ville. J'avais demandé aux pilotes de se faire discrets, de disparaître pendant 24 heures. Je leur avais donné rendez-vous le lendemain à 15 heures, parce qu'il fallait que tout soit terminé pour le retour de Sam Donaldson. Harry Phillips avait envoyé une camionnette pour nous conduire à un hôtel devant un lac. Le lendemain matin, nous sommes partis à la recherche des 2 Allemands. Il y avait 2 équipes de caméramans, 2 traducteurs, en plus de Sam Donaldson et de moi, qui descendions dans cette ville paisible. Les gens allaient se demander qui nous étions, ce que nous faisions là.
Les caméras étaient dans les valises. Ce n'était pas comme si nous étions descendus de l'avion, la caméra à l'épaule. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai dit à l'équipe que nous étions des touristes riches. J'emmenais mes amis découvrir la pêche. Nous ne sommes pas sortis en ville. Nous n'avons pas dit « allons en ville rencontrer des citoyens allemands pour prendre une bière avec eux ». Nous prenions des précautions, car ce que nous nous proposions de faire était provoquant. Nous voulions aussi réussir, alors il fallait mettre au point un plan bien ficelé. Nous savions qu'il sortirait de l'école à midi, et nous avions quelques heures devant nous. Nous avons donc décidé de passer le temps en surveillant la maison de Juan Mahler. Même si nous ne l'avions pas encore aperçu, nous pensions qu'il valait mieux passer quelques heures là-bas avec Sam, au cas où il apparaîtrait. Le lendemain matin, nous sommes partis à la recherche de Juan Mahler. C'était un pari. À 7 heures, nous étions dans la rue, devant la maison de Juan Mahler. Nous ne pouvions pas mettre une caméra devant la maison sans être démasqués. Donc, les caméras étaient dans des camionnettes. J'avais des cernes sous les yeux, car je n'avais presque pas dormi. Dalila était épuisée. Sam Donaldson était en pleine forme, heureusement. Et les caméramans étaient sur le qui-vive, prêts à toute éventualité. J'allais dire que ça ne donnerait probablement rien quand, tout à coup, le portail devant sa maison s'est ouvert. Et c'est Juan Mahler qui est sorti. C'est la première fois que l'équipe voit l'ex-officier SS. Nous l'avons trouvé où nous espérions. J'ai su que c'était lui dès que je l'ai vu. J'ai crié à tout le monde, « Il est là, dans la rue !» Tout à coup, un taxi est arrivé. Il est monté dans le taxi qui est parti avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit. J'ai crié dans le walkie-talkie, « Sam, il vient vers vous !» Nous avons suivi le taxi. J'étais inquiet parce que je l'avais perdu de vue. J'étais trop loin derrière. C'était la panique. Heureusement, Sam était juste derrière lui lorsqu'il s'est arrêté devant une pharmacie. Sam a dit, « Quand je dirai allez-y, sortez tous dans la rue. » Sam et son équipe ont bondi hors du véhicule et se sont approchés de Mahler, qui sortait de la pharmacie. J'attendais sur le trottoir. Senor Mahler. I'm Sam Donaldson of American Television, ABC News. Je me suis présenté, il a vu les caméras, il savait que c'était la télévision américaine, il savait qu'on le filmait. Il avait l'air d'un rat pris au piège avec toutes ses caméras. But what do you know? What do you want? Well, is your name Reinhard Kops? Excuse me, but I have no time for such things. Sam lui a demandé s'il était Reinhard Kops. Juan Mahler a répondu non. Alors Harry a sorti une photo où l'on voyait Kops en uniforme nazi. This is not a photostat of your membership in the Nazi Party. No, never had been a member of... Je mettais de la pression. J'avais une photo et d'autres éléments d'identification de ce Reinhard Kops, qui ressemblait beaucoup à cet homme. You are Reinhard Kops? No. No? No. I was in 52. The German embassy here gave me the name. The name of Mahler. 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 And what was your name before Mahler? Kops. Kops. Your name was Kops. Yeah. No, it's not. He was. Nous l'avons poussé à avouer qu'il était Reinhard Kops. Ensuite, Sam lui a demandé s'il avait aidé des nazis à quitter Rome. Je l'ai interrogé sur son passé. Have you ever heard of the rat line? Something called the rat line? No. Après un moment, il a avoué ça aussi. I know now that it was something like that, but in those times I did not know.
Il a dû se dire qu'il fallait qu'il détourne notre attention. Et ce qu'il a avoué ensuite nous a abasourdis. I was not in Yugoslavia, Albania in the SS. Pris à partie dans la rue par un journaliste d'ABC, l'ex-officier SS Reinhard Kops est désespéré. There's a lot of people here still Nazi. A lot, I tell you. Who are they? Pull me up the street. Il s'est approché pour me murmurer quelque chose. Mais j'avais encore le micro. Je me suis dit que ce qu'il allait me dire allait sûrement être très intéressant. Il a murmuré à l'oreille de Sam. His name is Pripke. P-R-I-Pripke. Erich Pripke. Il était nerveux, il voulait partir, il voulait détourner l'attention. Alors il a dénoncé Erich Pripke. C'était incroyable. Nous étions tous stupéfiés. Ils doivent attendre encore quelques heures avant de confronter Pripke à l'école allemande. Sera-t-il averti de leur présence? Il faut comprendre que la communauté nazie en Argentine n'était pas exempte de rivalité et de haine. Il y avait déjà eu le cas d'Eichmann qui avait été kidnappé en 1960. Des rumeurs couraient dans la communauté nazie argentine voulant qu'Eichmann ait été trahi par un autre nazi. Ils se soupçonnaient les uns les autres et ils craignaient tous d'être arrêtés ou enlevés. On ne savait pas si ces individus étaient vindicatifs et s'ils allaient vouloir nous arrêter, ou s'ils allaient plutôt comprendre que nous avions trouvé des éléments qui allaient mener à l'arrestation et à l'emprisonnement de Reinhard Kops. Mais nous n'avions accompli que la moitié de notre mission. Il fallait planifier la confrontation d'Erich Pripke. C'était le suivant sur la liste. Le massacre des fosses ardéatines est un événement important dans le paysage culturel et historique de l'Italie. Pour cacher leurs crimes, les nazis scellent les fosses à l'aide d'explosifs et ensevelissent leurs victimes. Ce n'est qu'à la libération de Rome que l'horreur du massacre est révélée. L'ouverture des fosses s'est faite plus tard dans l'année. Des photos horribles ont été prises. Nous avons les témoignages des scientifiques qui ont fait les fouilles. Cet événement était très représentatif de la brutalité nazie. En juin 1944, quand les Alliés arrivent à Rome, Pripke s'enfuit vers les Alpes italiennes. Un jour, on a frappé à sa porte. C'étaient les Américains qui arrêtaient des gens. Pripke a admis ouvertement avoir participé au massacre des fosses ardéatines. Pour lui, c'était des représailles légitimes. Il obéissait aux ordres. Pripke passe 18 mois dans divers camps de prisonniers de guerre. Il a décidé qu'il allait s'évader. Un soir, il a conclu que l'élément le plus faible du camp était les barbelés. Il a réussi à couper les barbelés et à s'échapper avec 2 complices. Pripke savait qu'il ne pouvait pas être en fuite constamment. Le meilleur moyen d'assurer un avenir heureux pour lui et sa famille était l'immigration. L'avenir de Pripke est plus sombre tout à coup. 4 heures après avoir confronté Reinhard Kops, l'équipe d'ABC surveille l'école dirigée par l'ex-capitaine de la Gestapo. Dalila nous avait informés de tous ses mouvements quotidiens. Son horaire était aussi régulier qu'une montre. Nous savions qu'il était à l'école Primo Capraro. Erich Pripke devait être à l'école ce matin-là pour aider les élèves en classe. Dalila avait insisté sur le fait qu'il sortirait à midi pile, qu'il serait ponctuel. À 2 coins de rue, il y avait une camionnette avec une caméra à l'intérieur. Nous avions 4 radioémetteurs. Nous étions tous en contact. Malheureusement, sa voiture était garée devant l'école. Nous savions donc qu'il allait peut-être monter dans sa voiture pour aller quelque part, ce qui ne nous laissait qu'un court moment pour l'attraper. Nous n'avions pas prévu que sa voiture serait garée devant l'école. La tension montait. À midi précisément, il est sorti de l'école.
Nous sommes tous sortis et nous avons convergé vers lui. Nous avions peur qu'il s'éloigne dans sa voiture. Je me suis approché et je me suis identifié comme étant de la télévision américaine. Senor Prepke, Sam Donaldson of American Television. Sam a traversé la rue en criant « Senor Pripke !» J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je me disais « Parle-lui en anglais, pas en espagnol. » Sam Donaldson a dit « Eric Pripke ?» Il s'est tourné et il a souri. Senor Prepke? Peut-on parler de ce que vous avez fait durant la guerre? J'ignorais ce qu'il allait répondre. Finalement, le journaliste Sam Donaldson se retrouve devant le criminel de guerre nazi, Eric Pripke. J'ai interviewé bien des criminels. En général, ils s'enfuient quand ils voient débarquer quelqu'un comme moi. Il n'avait pas l'air intimidé. Pas du tout. C'était insensé. C'était un homme qui avait commis des crimes terribles. Pourquoi voulait-il parler à un journaliste? You were in the Gestapo in 1944, were you not? In Rome? Yes, in Rome, yes. Oui, je suis Eric Pripke. Oui, j'étais à Rome. You know, the communists blow up a group of our German soldiers. Yes. For every German soldier, 10 Italians had to die. Il a presque tout avoué. But why did you shoot them? They had not done anything. You know, that was our order. Sam Donaldson ne laissait pas passer une seconde sans poser de questions. But orders are not an excuse. Oh, well, at this time, order was an order, you mean, you see? Il était de plus en plus agité. Il a dit qu'il ne voulait pas le faire, mais qu'il n'avait pas le choix. You were just following orders? Yes, of course, yes. But I didn't shoot anybody. Il a nié avoir tué quelqu'un personnellement. Mais nous avions des documents du camp de prisonniers de guerre britannique où il admet avoir tué 2 personnes. Nous avions sa confession. You were there when they were shot, the civilians. Yes, the first ones, yes, I saw them, yes. And you carried it out. I had to carry it out, yes. And civilians died. Civilian died, yes. Quand Sam a insinué qu'il était peut-être un criminel de guerre, il s'est indigné. You live in this time, but we did live in 1933. You understand that? Je lui ai demandé si les vieillards devaient payer pour les crimes de leur jeunesse. You know, that was not a crime, that was a Shooting rebellion. civilians in time of war is against all international Yes, conventions. today, but not in this time. Dalila devait être enragée. J'étais fière. Je me disais que j'en avais attrapé au moins un. Les journalistes ne doivent pas mêler leurs émotions au reportage. Nous présentons des faits. Mais les émotions étaient trop fortes. How do you feel about the fact that 6 million Jews were executed, killed? Yeah, no, I feel very sorry about it. Very, very sorry. But you did it! Many young men do things when they are old men like me now, they're very sorry about it. Finalement, je lui ai dit que bien des gens pensaient qu'il devait être exécuté pour ses crimes. À ce moment-là, une lumière s'est allumée dans sa tête. Est-ce que c'est une bonne idée de parler à cet idiot? You came over me like that. Not a nice manner you did it. You are not a gentleman. Il a claqué sa portière et il est parti. C'est un niveau d'émotion qu'on ne vit qu'une fois dans une carrière. Nous avons appelé à New York. Il trouvait que c'était sensationnel. J'ai dit à Harry qu'il fallait quitter la ville aussitôt que possible. Je craignais que quelqu'un se dise qu'il valait mieux mettre la main sur la vidéo pour l'empêcher de sortir de la ville. Une équipe d'ABC a filmé les criminels de guerre nazis Reinhard Kops et Eric Pripke. C'est une bombe. Ils doivent mettre la vidéo en sûreté. Nous savions qu'il fallait que Sam quitte la ville. 2 heures après la confrontation avec Pripke, nous avons appelé les pilotes qui se cachaient à Bariloche. Quand Sam est arrivé à l'avion, ils étaient prêts et ils ont décollé rapidement. 6 heures après la rencontre, les cassettes vidéo étaient en route vers les États-Unis.
C'était mieux que de la chance pure. C'est l'un de ces moments où tout se déroule à la perfection. Nous savions que ce serait un reportage formidable. Good evening. Tonight, we're going to tell the story of how thousands of suspected Nazi war criminals escaped justice. Après avoir diffusé le reportage, il fallait suivre ce qui allait arriver à Erich Priebke. Le reportage est diffusé 6 semaines après le 50e anniversaire du massacre des fosses ardéatines. En Argentine, les médias se sont emparés de l'affaire, tout comme en Italie, parce que les Italiens croyaient que tous les responsables du massacre de Rome étaient morts ou avaient été condamnés. Quelques jours après la diffusion, Priebke est arrêté. Copps a eu si peur qu'il s'est enfui du pays. Apparemment, il serait allé au Chili. Une fois Priebke arrêté, les médias n'ont pas arrêté d'en parler. Son histoire faisait la une. C'est peut-être le reportage dont je suis le plus fier, parce qu'il a fait une différence qui compte, selon moi. L'Italie demande l'extradition de Priebke. Après 1 an et demi de démêlés avec les tribunaux argentins, il a finalement été extradé vers l'Italie pour subir son procès. Giulia Spizzichino assiste au procès de Priebke. Il ne m'a jamais regardé. Jamais. Parce que j'ai été la première à parler de lui. On a conduit Priebke à Rome devant un tribunal militaire. Il a été reconnu coupable, mais il a dû être libéré parce qu'il avait obéi aux ordres. Encore cette vieille excuse. L'indignation après sa remise en liberté était véhémente. Il y a pratiquement eu une émeute devant le tribunal. Il a donc été arrêté à nouveau. Priebke en appelle 2 fois du verdict, mais il est finalement condamné à la prison à vie. À partir d'un certain âge, en Italie, on ne vous envoie plus en prison. Il purge sa sentence dans un appartement au centre de Rome. Ça m'a rendue heureuse. Et c'est terminé. C'est difficile, mais pour moi, c'est impossible de pardonner. De pardonner et d'oublier. La plus grande reconnaissance pour moi, c'était de voir un gouvernement engager des poursuites contre un homme grâce à notre travail. La nature humaine n'est pas encore arrivée au point où l'on peut dire « Nous pouvons oublier, ce genre d'atrocité ne surviendra plus ». Mais une façon de tenter de le prévenir est de raconter comment des gens comme vous et moi sont devenus des assassins.